Bonjour et bienvenue à tous. Faure Gnassingbé, facilitateur clé, retrait des troupes françaises au Niger. L'actualité politique nigérienne est marquée par la visite d'une délégation de très haut niveau, constituée par le numéro 2 du CNSP, le général de division Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Niger, et le porte-parole du CNSP et du gouvernement nigérien, le colonel Amadou Abou Draman. Ces deux officiels de première importance du Niger. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Se sont rendus au Togo, à Lomé, où ils ont rencontré le président togolais Faure Gnassingbé et ont tenu des travaux, notamment avec le ministre des Affaires étrangères de Faure Gnassingbé, le professeur Robert Dussé-Komlan. À l'issue de ces travaux, une courte déclaration que je vous ferai écouter attire notre attention sur la mise en place d'un mécanisme, de deux mécanismes, un mécanisme de garantie du processus de retrait militaire de l'armée française du sol du Niger et un autre mécanisme, celui de la facilitation du dialogue entre la République du Niger et la communauté internationale dans le cadre de l'Alliance politique africaine APA dont le Togo de Faure Gnassingbé s'est fait le champion. Avant de procéder à l'analyse de cette information qui cache beaucoup d'éléments capitaux, je voudrais vous faire entendre, car en effet, il y a une différence entre entendre et écouter. Quand nous aurons tous entendu, je donnerai mon analyse de cette actualité. Permettez-moi à présent de mettre sur haut-parleur la déclaration à la sortie de l'émission du général Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Niger. Et une déclaration complémentaire y est associée, c'est celle du ministre des Affaires étrangères de Faure Gnassingbé au Togo, le professeur Robert Dussé-Komlan. Après les avoir entendus, nous allons procéder à une écoute, c'est-à-dire une analyse du gisement d'informations géopolitiques et géostratégiques qu'il y a dans les 2 minutes que vous allez entendre. Donc, s'il vous plaît, passons à la phase de l'écoute de ce message. Je vais tout de suite. Et j'ai publié la courte vidéo de cette intervention sur mes pages YouTube et Facebook tout à l'heure. Ceux qui ne les ont pas vues pourront toujours utilement aller sur ces pages et ils retrouveront. Moi-même, j'ai été reçu en audience. Excusez-moi. Ma délégation et moi-même avons été reçus en audience par son Excellence, Monsieur le Président Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, parleront des sanctions uniques et civiques de la CEDEAO contre votre pays, le Niger. Au-delà de ces sanctions, c'est la guerre que certains États, la CEDEAO, ont déclaré contre le Niger. Nous comptons fort heureusement sur des amis. Et parmi ces amis, nous avons le Togo à nos côtés. Nous avions demandé à ce que les États-Unis puissent servir de. Et nous avons surtout exigé, nous avons demandé à ce que le Togo soit notre garant dans ce cas. Nous sommes disposés à travailler avec vous. Je voudrais vous remercier d'avoir désigné, côté des États-Unis d'Amérique, le Togo, comme pays garant du retrait des forces françaises dans votre pays, le Niger. Et je voudrais vous remercier aussi de votre disponibilité de travailler ensemble afin de mettre en place le groupe de soutien pour la transition au Niger. Le Togo a toujours été du côté de la paix. Le Togo s'oppose à toute prise de pouvoir par la force. Le Togo s'oppose à tout coup d'État. Mais dans la situation particulière de votre pays, le Togo comprend
et le Togo veut vous aider pour qu'enfin, dans notre pays, dans notre région, il y ait la paix, l'harmonie et la stabilité. Le président de la République, tout à l'heure, vous disait que si le Togo ne s'engageait pas à vous aider, ça craint. Et je répète ce que le président Faure Gnassingbé a dit, c'est toute la région qui va s'aider. Donc, aider le Niger pour le président Faure Gnassingbé, c'est aider la CEDEAO, c'est aider la région. Sinon, c'est toute la région qui va s'aider. Alors, je vais recommencer à vous faire écouter. Hop. Ma délégation et moi-même avons été reçus en audience par son Excellence, Monsieur le Président Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, parleront des sanctions uniques et civiques de la CEDEAO contre notre pays, le Niger. Au-delà de ces sanctions, c'est la guerre que certains États, la CEDEAO, ont déclaré contre le Niger. Nous comptons fort heureusement sur des amis. Et parmi ces amis, nous avons le Togo à nos côtés. Nous avions demandé à ce que les États-Unis puissent servir de fonds. Et nous avons surtout exigé, nous avons demandé à ce que le Togo soit notre garant dans cette affaire. Nous sommes disposés à travailler avec tout. Je voudrais vous remercier d'avoir désigné, côté des États-Unis d'Amérique, le Togo, comme pays garant du retrait des forces françaises dans votre pays, le Niger. Et je voudrais vous remercier aussi de votre disponibilité de travailler ensemble afin de mettre en place le groupe de soutien pour la transition au Niger. Le Togo a toujours été du côté de la paix. Le Togo s'oppose à toute prise du pouvoir à la force. Le Togo s'oppose à tout coup d'État. Mais dans la situation particulière de votre pays, le Togo comprend et le Togo veut vous aider pour qu'enfin, dans notre pays, dans notre région, il y ait la paix, l'harmonie et la stabilité. Le président de la République, tout à l'heure, vous disait que si le Togo ne s'engageait pas à vous aider, ça craint. Et je répète ce que le président Faure Gnassingbé a dit, c'est toute la région qui va s'aider. Donc, aider le Niger pour le président Faure Gnassingbé, c'est aider la CEDEAO, c'est aider la région. Sinon, c'est toute la région qui va s'aider. Voilà, mes chers amis, je vous ai fait écouter 2 fois parce que la première fois, je pense que côté YouTube, vous avez été fortement perturbé au niveau du son. Mais 2 fois, ça ne fait pas de mal. Ça a permis à tout le monde d'écouter au moins 2 fois le message que nous allons analyser. Il y a dans ce message 2 personnes qui sont intervenues. La première personne qui est intervenue, c'est le ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Niger, le général de division Salifou Modi. À la sortie d'une audience auprès du président togolais Faure Gnassingbé, il dit ceci. Première idée, le Niger est venu à la rencontre du président togolais parce qu'un certain nombre de pays de la CEDEAO ont déclaré la guerre contre le Niger. Et ils mènent effectivement la guerre contre le Niger, ces pays-là. Ils mènent cette guerre sur le terrain diplomatique, ils mènent cette guerre sur le terrain économique et financier, et ils mènent cette guerre sur le terrain de la déstabilisation militaire. Les pays qui sont visés dans la CEDEAO, par cette déclaration du général Salifou Modi, nous pouvons les énumérer. Il s'agit principalement du Nigeria, de la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, du Bénin de Patrice Talon, de la Guinée-Bissau de Embalo Sissoko. Il s'agit du Sénégal de Macky Sall. Ce sont les principaux États de la CEDEAO qui ont assumé l'embargo inhumain, illégal et illégitime contre le Niger après le coup d'État du 26 juillet qui a renversé le juntard de Niamey qui a fini par faire boum, Mohamed Bazoum. Ça, c'est la première information. Le Niger prend acte du fait qu'il y a des pays de la CEDEAO qui lui ont déclaré la guerre. Mieux, qui lui font la guerre. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Pour le Niger, la guerre
que le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pays membres de la CEDEAO, la Guinée-Bissau, cette guerre-là n'est pas restée au niveau des paroles. C'est une guerre qui est déjà opérationnelle. Je rappelle les points sur lesquels cette guerre est opérationnelle. Elle est opérationnelle sur le plan de la fermeture des frontières, donc l'embargo douanier. C'est une guerre qui est opérationnelle sur le plan de la répression financière. Vous savez que les avoirs du Niger ont été ces derniers mois régulièrement bloqués au niveau de la BCEAO et de l'UEMOA. Cette fois-là, bien sûr, avec le soutien du partenaire français qui est le propriétaire du franc CFA. C'est donc une guerre économique, une guerre financière. Cette guerre se poursuit aussi par le fait que le soutien continue à être apporté aux opposants armés au Niger, lesquels opèrent sous les modalités du terrorisme ou de la rébellion armée. Enfin, cette guerre, elle est diplomatique et elle est médiatique, vous le voyez très bien, par les déclarations belliqueuses réitérées, notamment par M. Alassane Draman Ouattara, comme en dernière date le jeudi 2 novembre passé, lorsqu'en présence de la directrice de France Média Monde, Alassane Draman Ouattara a clairement dit que lui, il va veiller à faire évoluer la situation politique au Mali, au Burkina Faso et au Niger, de telle façon à y imposer, contre la volonté des actuels gouvernements, à y imposer les médias français. Ce sont les propos de M. Ouattara. Donc, la première idée fondamentale que nous donne ici le général Salifou Moudi, c'est que le Niger est en guerre. Ce n'est pas qu'on a simplement déclaré la guerre au Niger. Le Niger est réellement en guerre. Car les effets de la guerre économique, les effets de la guerre diplomatique, de la guerre médiatique, les effets de la guerre commerciale qui est imposée au Niger se ressentent. Et des milliers de personnes meurent depuis plusieurs mois au Niger du fait de cette guerre déclarée par certains États de la CEDEAO contre le Niger. Le général Salifou Moudi nous donne une deuxième information. Elle est extrêmement importante. C'est que tous les États de la CEDEAO n'ont pas déclaré la guerre au Niger et ne sont pas engagés dans cette guerre au Niger. Il cite explicitement le cas du Togo. Le Niger ne considère pas que le Togo lui a déclaré la guerre. Le Niger ne considère pas que le Togo a posé contre lui des actes de guerre. Car le Togo de Faure Gnassingbé ne s'est pas associé à l'embargo. Pour preuve, le port de Lomé au Togo a été ouvert aux marchandises à l'export comme à l'import du Niger. Le Togo ne fait pas partie des États qui manœuvrent au sein de l'UEMOA et de la BCEAO pour retenir les fonds souverains du Niger et tarir, assécher l'économie nigérienne. Le Togo n'a pas fait de déclaration offensive, médiatique, n'a pas fait de déclaration diplomatique, belliqueuse contre le Niger. Au contraire, le Togo de Faure Gnassingbé s'est constamment positionné comme médiateur, facilitateur, comme celui qui promeut le dialogue dans la crise nigérienne. Voilà pourquoi le Niger, à travers son numéro 2, le général de division Salifou Moudi, ministre d'État de la Défense, nous informe qu'il considère l'État togolais comme un État ami. Il considère que l'État togolais qui est membre de la CEDEAO ne fait pas partie de ceux qui ont déclaré la guerre et qui lui font la guerre. Ça, c'est une deuxième information extrêmement importante. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Elle est importante pour tous les Africains, pour comprendre comment ceux qui exercent le pouvoir actuellement au Niger perçoivent le Togo. Car, comme on le dit, les États n'ont pas vraiment d'amis, ils n'ont que des intérêts. Objectivement, le président Abou Draman Tiani et ses compagnons estiment que la posture du gouvernement togolais de Faure Gnassingbé leur est compatible. Et ils le disent. Donc, il appartient à tout le monde d'en prendre acte. Et ça fait partie des réalités de la diplomatie, de la géopolitique et de la géostratégie. Si le président Abou Draman Tiani, si le général Salifou Moudi peuvent dire que le Togo ne fait pas partie de ceux qui leur ont déclaré la guerre, ne fait pas partie de ceux qui leur font la guerre, et c'est parce qu'ils en ont les preuves.
Je rappelle que ces preuves sont économiques, ces preuves sont sécuritaires, ces preuves sont diplomatiques, ces preuves sont politiques et elles sont médiatiques. Et ça, c'est un message fort également à l'adresse de l'opposition togolaise. Une certaine opposition togolaise qui ne veut pas développer sa capacité d'analyse des situations diplomatiques complexes s'enferme dans le dogmatisme qui consiste à vouloir que tout État de la sous-région qui se déclare pour le panafricanisme, eh bien, soit dressé automatiquement contre le régime de Faure Gnassingbé. Il va falloir bien noter ici que cette position est concrètement, réellement, tactiquement et géostratégiquement intenable. Car pour les dirigeants actuels du Mali, que cela nous plaise ou non, pour les dirigeants actuels du Burkina Faso, que cela nous plaise ou non, pour les dirigeants actuels du Niger, que cela nous plaise ou non, le Togo fait une politique, fait une diplomatie, fait une géoéconomie, une géostratégie, une géotactique qui leur est favorable. Il faudrait se demander si nous sommes absolument mieux placés que le président Assimi Goïta à la tête du Mali et ses compagnons. Si nous sommes absolument mieux placés que le président Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso et ses compagnons. Si nous sommes absolument mieux placés que le président Aboudraman Tiani, ça fait 3, qui estime que la posture togolaise est positive envers la lutte qu'il mène sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Donc ça, c'est un message très fort. Et je demande à mes frères et sœurs de l'opposition en lutte contre la dictature de Faure Gnassingbé. Car le régime de Faure Gnassingbé est une dictature. C'est ça la typologie de ce régime. Il n'a pas d'autre nom. Il faut intégrer la complexité des relations internationales dans vos analyses. Ne vous enfermez pas dans une psychorigidité dogmatique qui vous empêche précisément de comprendre et d'entrer dans la complexité des relations internationales pour pouvoir éventuellement les exploiter en votre faveur. Si vous partez du principe que tout État qui a de bonnes relations avec le régime togolais que vous combattez, vous n'aurez pas de relation avec lui, eh bien vous allez rester enclavé. Vous allez rester politiquement enclavé. Il faut bien au contraire prendre en compte le fait que les États étrangers, même quand ils ont une politique panafricaniste, une politique révolutionnaire, ils ont des intérêts qui les obligent à transiger avec cette idéologie pour préserver leurs intérêts. Prenons le cas du Niger. Mais le Niger est un pays enclavé. C'est un pays qui n'a pas accès à la mer. Le Nigeria lui a fermé ses ports. Le Bénin lui a fermé ses ports sous injonction des néocolonialistes français et sous la CEDEAO instrumentalisée. Le Ghana lui a fermé ses ports. La Côte d'Ivoire lui a fermé ses ports. Le Sénégal lui a fermé ses ports. Dites-moi comment le Niger opère lorsqu'il y a un pays comme le Togo qui lui ouvre ses ports. Est-ce qu'au nom de la philosophie ou de l'idéologie panafricaniste qui nous sont chères, le peuple nigérien doit crever au lieu d'exploiter l'ouverture du port de Lomé qui lui est faite? Je pose cette question à l'opposition togolaise parce que j'ai lu un certain nombre d'articles, un certain nombre de prises de position qui témoignent d'une immaturité politique et intellectuelle d'un certain nombre de membres de l'opposition togolaise en exil. S'il vous plaît, prenez la politique au sérieux. La politique requiert qu'on étudie les problèmes. Si vous êtes à la tête du Niger, on vous a fermé les ports du Nigeria, on vous a fermé les ports du Bénin, on vous a fermé les ports de Côte d'Ivoire, on vous a fermé les ports du Sénégal. Vous ne pouvez pas utiliser les ports d'Algérie. Si vous êtes à la tête du Niger, le Togo vous ouvre ses ports. Vous allez développer une diplomatie hostile envers le Togo? Est-ce que vous seriez des responsables sérieux à la tête de la République du Niger si le seul pays sur la côte atlantique qui vous ouvre ses ports, vous restez dans une psychorigidité au risque de livrer votre peuple à l'étranglement absolu? Il faut que l'opposition politique africaine, et en particulier dans notre terre africaine du Togo, développe des schémas complexes d'analyse géopolitique, géostratégique et géotactique. Je le dis parce que j'ai lu des commentaires profondément blessants. Et je voudrais leur dire que je ne veux pas les répondre en les nommant, mais qu'ils se méfient. Moi, on me provoque une fois,
on me provoque 2 fois, mais à la 3e fois, quand je rugis, je laisse des traces. Il ne faut pas me chercher. Je fais de l'analyse politique et en tant qu'analyste et intellectuel politique, je dois aider le peuple à voir la complexité des situations. Je suis opposé à la dictature en Afrique. Je ne soutiendrai aucune dictature. Le régime de M. Faure Gnassingbé est une dictature. Je ne le soutiendrai jamais. Mais nous sommes dans une situation géopolitique, géotactique, internationale complexe. Et il appartient à ceux qui combattent Faure Gnassingbé de se poser la question de savoir, mais quel est l'intérêt du Niger? Quelle est la situation du Niger? Quel est l'intérêt du Mali? Quelle est la situation du Mali? Quel est l'intérêt du Burkina? Quelle est la situation du Burkina? Et dans votre combat contre Faure Gnassingbé, intégrez les intérêts de ces pays voisins. Élaborez une politique d'opposition qui intègre cela. Vous ne pouvez pas, d'un côté, maudire le Niger, parce que le Niger est en amitié avec le régime de Faure Gnassingbé, et vouloir le soutien du régime nigérien à la cause de votre opposition. Ça ne va pas marcher comme ça. Vous ne pouvez pas maugréer en permanence contre Assimi Goïta et le Mali, maugréer contre Ibrahim Traoré, et de l'autre côté, vouloir bénéficier de leur soutien. C'est pas comme ça. Vous pouvez les critiquer, il n'y a pas de régime parfait. On peut critiquer le régime malien, le régime burkinabé, le régime nigérien, ça c'est pas le problème. Mais du point de vue de la responsabilité, de l'éthique de la responsabilité, il faut se demander ce que nous ferions si nous étions les dirigeants nigériens actuels. Est-ce que nous mènerions une politique psychorigide? Une politique du tout est noir ou tout est blanc? Une politique binaire? Est-ce que c'est ce que nous ferions? On nous a fermé les frontières du Nigeria. Les ports du Nigeria nous sont fermés. On nous a fermé les ports du Bénin. On nous a fermé les ports du Ghana. On nous a fermé les ports de Côte d'Ivoire. On nous a fermé les ports du Sénégal et même de Mauritanie. On nous a fermé, on ne peut pas utiliser les ports d'Algérie. Comment on fait pour faire vivre le peuple? Il y a un pays dirigé par quelqu'un qui n'est pas un démocrate, le Togo, qui nous offre ses ports. Vous êtes Nigérien, est-ce que vous crachez dessus? Je pose cette question à mes frères et sœurs togolais que j'aime et ils savent à quel point je les aime. Si vous êtes Nigérien, vous crachez dessus? Non. Si vous crachez dessus, vous êtes des irresponsables politiques. Le président Tiani est obligé de chercher des solutions à la situation de son pays. Et c'est là, précisément, la particularité de ce qu'on appelle le réalisme des relations internationales. Nous, opposants politiques, on doit intégrer ça. Pour vous donner une autre échelle d'application, j'applique ce raisonnement à ce qui se passe dans mon pays natal. J'ai souligné dans plusieurs émissions, il y a quelque temps, que nous, au Cameroun, on a commis l'erreur d'abandonner le panafricanisme par terre, le nationalisme révolutionnaire camerounais par terre. Paul Biya a ramassé ça et puis il est allé faire ami-ami avec Poutine. Paul Biya qui appartient au bloc néocolonialiste, au bloc collaborationniste, qui est issu de la cuisse du néocolonialisme français. Paul Biya a compris que l'opposition camerounaise avait abandonné le panafricanisme et le nationalisme par terre. Il les a ramassés et il a couru voir Poutine pour dire que lui, il était un combattant anticolonialiste. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que serait été le réalisme de la part de notre opposition au Cameroun? Ça aurait été de se battre pour que la mouvance panafricaniste qui s'empare du continent, que cette mouvance-là soit sous le contrôle des forces de l'opposition camerounaise. Actuellement au Cameroun, c'est le régime au pouvoir qui contrôle la mouvance panafricaniste. D'où l'affaiblissement de l'opposition. Vous comprenez? On en parlera peut-être encore lorsque j'aborderai le 3e sujet. Mais je veux parler ici à mes frères togolais. J'ai vu quelqu'un qui sur un site qui s'appelle icilomé.com s'attaque à ma personne. Après toutes les vérités courageuses que j'ai dites pour le Togo, à mes risques et périls, cette personne ose penser que Paul Biya n'a pas pu m'acheter, Ouattara n'a pas pu m'acheter, c'est Faure Gnassingbé qui va m'acheter. Mais pour qui vous vous prenez? Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Je dis que ce serait stupide pour l'opposition togolaise, et je le dis à mon doyen, le président Agbe Ome Kodjo, de s'enfermer dans une logique, comment je peux dire, puriste dans cette affaire. Il faut intégrer les intérêts géopolitiques, géotactiques, géostratégiques de la sous-région dans votre calcul, dans votre positionnement. Et par conséquent, n'hésitez pas à approuver
éventuellement certaines décisions qui géotactiquement, géopolitiquement sont légitimes. Parce que c'est cela qui va vous rendre fréquentable par les pouvoirs de la sous-région. Mais si vous vous présentez comme les gens qui ne savaient pas négocier, les gens qui ne savaient pas faire, pour ainsi dire, une prise en compte de la complexité des situations dans votre offre d'action et de décision, mais on ne vous prend pas au sérieux. Alors donc, je continue à analyser le propos du général Salif Oumoudi. Le Niger prend acte du fait que la CEDEAO est divisée. Et le Niger a choisi son morceau de la CEDEAO. Et il nous dit que le Niger a demandé que le processus de retrait militaire des troupes françaises de son sol soit garanti par deux États. D'une part, les États-Unis et de l'autre, le Togo. On a bien compris que les États-Unis ont été proposés comme garants du processus de retrait militaire français avec l'accord de la France. Que les États-Unis étaient le partenaire que la France préférait. On a compris que le Niger a dit, ok, la France, vous préférez que les États-Unis soient garants parce que vous êtes alliés des États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Comme nous savons que vous êtes en conflit avec les pays de l'AES, et notamment le Mali et le Burkina, nous allons proposer un pays qui ne s'est pas encore engagé dans l'AES, mais qui est ami envers nous, le Niger. Ce pays, c'est le Togo. Ce pays nous a ouvert ses ports, nous a permis d'échapper à l'étranglement douanier et économique. Ce pays nous a offert sa capitale pour les médiations diplomatiques. Ce pays appelle à ne pas faire la guerre contre nous. Ce pays ne s'est pas associé aux attaques belliqueuses et il ne s'est pas associé aux actions belliqueuses contre nous, que ce soit au niveau de l'UEMOA, de la BCEAO ou que ce soit. Nous souhaitons qu'il soit également garant. Deux garants. Un garant occidental, un garant africain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un État garant? Profitons pour en parler. Un État garant, en langage diplomatique, c'est un État qui assiste deux États en conflit, de telle façon que la résolution du conflit entre ces deux États fasse éventuellement l'objet de médiation d'appoint, si cela est nécessaire. Si un problème apparaît dans la mise en œuvre de l'accord passé entre les deux États en conflit, alors l'État garant est appelé à faire médiation. Le Niger et la France ont accepté que les États-Unis, côté français, et le Togo, côté nigérien, soient les garants, c'est-à-dire les témoins du processus de retrait, les témoins de la cohérence du processus de retrait des forces françaises de leur sol. Je vous fais remarquer qu'au Mali, le processus de retrait des forces de l'ONU se fait sous le témoignage de toutes les organisations internationales. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.